Il y a des cas difficiles à croire, même après que tout ait été prouvé, et celui-ci en fait partie. Écoute bien, quand les policiers sont entrés dans cet appartement exigu, à la recherche d'indices sur qui profanait les tombes de cette ville, ils n'imaginaient pas tomber sur une véritable scène macabre. L'endroit était rempli de poupées, de grandes poupées, de la taille d'un enfant, assises sur les étagères, appuyées contre le canapé, éparpillées dans les coins, au milieu de piles de livres et de vieux papiers. Elles portaient de petites robes colorées, des chaussettes et du maquillage. L'un des officiers a touché une de ces poupées, et la maison, soudainement, s'est remplie de musique. Cet appartement gardait un secret que plus d'une douzaine de familles de cette ville allaient porter pour le reste de leur vie. Et cette scène grotesque et troublante était en réalité le reflet de ce qu'il y avait dans l'esprit de l'homme qui avait fait tout cela. Marcos Campos, et l'affaire d'aujourd'hui vient de Russie. Le protagoniste était un homme considéré comme une sorte de génie par sa propre ville. Mais cet individu a fait quelque chose pendant des années, caché chez lui, quelque chose que personne n'aurait pu imaginer possible. Ce cas soulève de nombreuses questions, comme par exemple, comment a-t-il réussi à cacher cela pendant si longtemps? Et aussi, qu'est-ce qu'il voulait au final avec tout ça? C'est cela et d'autres choses que nous allons enquêter dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, passons aux faits. Les poupées. Commençons par ce qu'il y avait à l'intérieur de cet appartement, lorsque les policiers sont arrivés et ont fini par découvrir cela par hasard, entre guillemets. Ces poupées n'étaient pas des poupées, c'était des corps. Des corps de jeunes filles qui étaient mortes, avaient été enterrées puis arrachées à leur propre tombe. 26 au total, c'est le nombre que les experts ont pu confirmer. Même si les premiers rapports de la presse russe, à chaud sur le moment, ont mentionné et parlé de 29. La plupart d'entre elles étaient des filles âgées de 3 à 12 ans selon les derniers rapports russes. D'accord? Bien que certaines anciennes versions de l'affaire aient également mentionné des tranches d'âge légèrement différentes. L'homme qui vivait là avait déterré ces corps pendant des années et les avait ramenés chez lui. Sauf qu'il ne laissait pas les restes là comme il les trouvait. Il avait étudié des techniques de momification et il séchait les corps avec un mélange maison de sel et de bicarbonate de soude. Comme la peau et les membres se rétractaient et se ratatinaient en séchant, il enveloppait alors les bras et les jambes dans des bandes de tissu. Et il remplissait le torse avec des chiffons et du rembourrage pour donner du volume, pour redonner la forme d'un corps d'enfant. Ensuite venait la partie qui donnait l'apparence finale. Il recouvrait certains visages avec un masque de cire. Il peignait ces masques avec du vernis à ongles pour imiter la peau humaine. Il mettait des perruques, habillait les filles avec des vêtements colorés d'enfants, des chaussettes, des petites bottes. Dans certains cas, il cousait même des boutons à la place des yeux. D'après ce qu'il a raconté plus tard, les boutons servaient à ce qu'elle puisse regarder des dessins animés avec lui. Tu te souviens de la musique quand le policier a touché l'une d'elles dans la scène d'ouverture en ville? Eh bien, cet homme introduisait des objets à l'intérieur de la cage thoracique des corps. Dans presque tous, il y avait quelque chose là, dans la poitrine, et chez certains d'entre eux, une petite boîte à musique. L'enquêteur a raconté que lorsqu'ils ont essayé de déplacer les corps, la pièce s'est remplie de mélodies sorties de nulle part. Dans d'autres, ils ont trouvé des cœurs de jouets, des morceaux de savon et des fragments de pierre tombale. Mec, ça, très cher abducté. Si ça, ce n'est pas le scénario d'un film d'horreur grotesque, je ne sais pas ce que c'est. Cet homme vivait avec elles comme si c'était ses propres filles. Il leur parlait, il chantait pour elles, il regardait même des dessins animés avec elles, il lisait même des histoires à voix haute. Il fêtait l'anniversaire de chacune. Maintenant, la question qui doit sûrement déjà vous trotter dans la tête, c'est quel genre de personne est capable de faire ça? Et c'est ici que l'affaire devient encore plus difficile à avaler. La ville où elle est. Le génie. Je dois maintenant te parler un peu de la personne derrière tout ça, que je ne sais même pas comment nommer. L'homme derrière tout ça n'était pas un simple marginal qui vivait dans l'ombre, d'accord? C'était peut-être même le contraire. Son nom est Anatoly Yurievitch Moskvin. Il est né le 1er septembre 1966 dans la ville, qui s'appelait à l'époque Gorky, et qui s'appelle aujourd'hui Nijni Novgorod. Elle se trouve à environ 400 km
à l'est de Moscou, et dès son plus jeune âge, il s'est révélé être une personne intellectuellement hors du commun. Il a fait sa formation dans le domaine des langues et de la philologie, passant par l'Institut pédagogique des langues étrangères de Gorky, puis par la faculté de philologie de l'Université d'État de Moscou, où il a suivi des études de 3e cycle. Il est donc devenu linguiste, historien, spécialiste de la culture et du folklore celtique. Vous connaissez cette ancienne tradition, dans laquelle la frontière, disons, entre les vivants et les morts est en quelque sorte floue. Et il a même donné des cours d'études celtiques à l'université de Langs, d'accord ? Dans sa propre ville. Et le détail qui impressionnait tout le monde, c'est que ce gars était polyglotte. Il parlait 13 langues, il a écrit des livres, des dictionnaires, des traductions, tout cela respecté dans les cercles académiques. Il gardait chez lui une bibliothèque personnelle de plus de 70 000 livres et documents. Ses collègues le décrivaient avec 2 mots qui apparaissaient généralement ensemble: génie et excentrique. Mais sa vie personnelle était presque totalement isolée. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu de relation amoureuse, ne buvait pas, ne fumait pas et vivait encore avec ses parents. Et il avait une véritable obsession très spécifique qui l'a transformé en sa propre identité professionnelle: les cimetières. Il se surnommait lui-même nécropoliste, ce qui est quelque chose comme un spécialiste des cimetières. Il était considéré de loin comme la personne qui connaissait le mieux les cimetières de la région. Pour que vous ayez une idée du niveau de cette obsession, dans des interviews et des récits anciens, Moskvin disait avoir étudié plus de 750 cimetières en environ 20 ans. Là-bas, à Nijni Novgorod, qui est sa ville, ainsi que dans d'autres régions de Russie. Il en a presque fait une partie de son identité personnelle. Il marchait sur de longues distances, dormait où il pouvait et prétendait mieux connaître les cimetières de la région que personne. Tu vois le genre ? Il se trouve que tout cela a une origine que Moskvin lui-même a racontée plus tard dans un article qu'il a écrit. Peu de temps avant d'être arrêté d'ailleurs. Et cette origine est le point où l'histoire commence, si tant est que ce soit possible, à devenir encore plus insolite. Selon son récit, en 1979, alors qu'il avait 13 ans, il rentrait de l'école et il a été arrêté par un groupe d'hommes habillés en noir. C'étaient des personnes en route pour les funérailles d'une fille de 11 ans. Plusieurs sources qui racontent cette histoire macabre donnent le nom de cette fille comme étant Natasha Petrova. Ces hommes qui étaient là à ces funérailles, toujours selon le récit de Moskvin, l'ont traîné jusqu'au cercueil de la fillette et l'ont forcé à l'embrasser. Il a embrassé le visage de la fillette morte. Il a écrit qu'un adulte a poussé sa tête vers le bas contre le front froid de la fillette. Et qu'il n'a rien pu faire d'autre que d'obéir et de l'embrasser. Et il a raconté qu'il l'a embrassée une fois, puis une autre fois, puis encore une autre. Et pour finir, toujours selon la version qu'il a publiée, la mère de la fillette aurait mis une alliance au doigt de la fillette et une autre à son doigt à lui. Comme si un mariage avait eu lieu à ce moment-là. Mais écoute, je dois insister ici sur le fait que c'est ce qu'il a lui-même écrit, d'accord ? Des décennies plus tard, pour expliquer sa propre obsession. Ce n'est pas un fait vérifié par des tiers, mais c'est la justification qu'il a donnée. Et cela aide au moins à comprendre comment son obsession pour la mort s'est construite, n'est-ce pas ? Parce qu'à partir de là, il a commencé à errer dans les cimetières alors qu'il était encore enfant. Et il ne s'est jamais arrêté. Bon, nous avons donc ce personnage, n'est-ce pas, que je viens de présenter brièvement. L'érudit reclus, le plus grand spécialiste des cimetières de la ville. Maintenant, la question est, comment la police a-t-elle fini par frapper à sa porte ? Et pour répondre à cela, il faut qu'on remonte un peu dans le temps, d'accord ? Avant cette scène d'ouverture, tu es là dans sa maison, avec les poupées. Car l'histoire n'a pas débuté dans cette maison, mais dans les cimetières. Vers 2009, les habitants de sa ville ont commencé à signaler que les tombes de leurs proches avaient été profanées. Ce n'était pas un cas isolé, c'était une véritable vague de cas là-bas. Quelqu'un ouvrait des sépultures, fouillait les tombes, arrachait des objets. Même les petites plaques en métal, tu sais, celles qui sont sur les tombes avec les noms, elles étaient toutes en train d'être retirées des pierres tombales. Et le détail le plus troublant de cette série d'événements, dans certains cas, la tombe avait tout simplement été vidée. Autrement dit, le corps n'était plus là. La police, bien sûr, a ouvert une enquête. Sauf que la première interprétation de l'affaire a envoyé tout le monde dans la mauvaise direction. Et c'est ici que la véritable enquête commence, d'accord ? Le ministère de l'Intérieur russe a examiné ce schéma de tombe profanées et a avancé une hypothèse. C'est l'œuvre d'un groupe extrémiste.
Le porte-parole est même allé jusqu'à expliquer à la presse qu'ils avaient renforcé les équipes et formé des groupes avec les détectives les plus expérimentés en crimes d'extrémisme pour enquêter de près sur cette affaire. Et cette piste a gagné en force pour une raison concrète. Parmi les tombes profanées, il y avait des sépultures musulmanes. Cela a amené l'enquête à considérer une partie des crimes comme un possible crime de haine motivé par la religion. Et ce premier contexte, sans connaître tout l'arrière-plan, avait du sens, n'est-ce pas? Les tombes d'une communauté spécifique étant attaquées, la logique suggère une persécution. Sauf que 2 ans d'enquête dans cette direction n'ont mené nulle part. 2 ans. Les détectives non spécialisés dans l'extrémisme ont creusé, littéralement, et au sens figuré, je dirais, et ils n'ont trouvé aucune organisation. Derrière tout ça, aucune cellule, aucune motivation politique, rien. C'est parce qu'il n'y en avait tout simplement pas. Toute la prémisse était fausse. Ce n'était pas un groupe, c'était une armée sombre et déterminée, mais composée d'un seul homme. En janvier 2011, il y a eu un attentat à l'aéroport Domodedovo, là-bas à Moscou. Les autorités russes sont passées en alerte, et ce contexte de profanation de tombes musulmanes a accru la sensibilité à toute tension religieuse potentielle. Les enquêteurs se sont alors concentrés sur ces cimetières où des détails ne correspondaient pas au profil habituel d'une attaque. Parfois, quelqu'un manipulait des éléments précis des sépultures sans endommager ce qui les entourait, tu vois. Les alentours restaient intacts. Ça ne ressemblait pas simplement à une représaille furieuse à cause de l'attentat. C'était trop spécifique et ça continuait. Et à mesure que cette hypothèse de groupe extrémiste commençait à perdre de sa force, parce qu'il n'arrivait à relier ça à rien, une chose devenait de plus en plus claire. La personne qui faisait ça connaissait très bien ces cimetières. Ce n'était pas une personne impulsive cherchant une vraie vengeance. C'était quelqu'un qui savait circuler là-bas, savait où fouiller, savait quoi chercher, et surtout, avait une grande familiarité avec cet univers. C'est là qu'un nom est apparu, n'est-ce pas? En fait, ce nom est devenu presque impossible à ignorer. Anatoly Moskvin. Il n'était évidemment pas inconnu dans ce milieu. Au contraire, c'était celui qui étudiait les cimetières depuis des années, écrivait à ce sujet, connaissait tombes, cartes, pierres et tombales, histoire des morts et rituels funéraires, comme presque personne d'autre dans la région. Jusqu'à ce moment-là, cela faisait de lui un spécialiste. Mais pour les enquêteurs, cela pouvait aussi faire de lui quelqu'un qui avait trop d'opportunités, de connaissances et de familiarité avec ces endroits. N'est-ce pas? C'est ainsi qu'en novembre 2011, l'enquête a mené à l'appartement où vivait Moskvin, ainsi qu'au garage qui lui était rattaché. Les policiers cherchaient des preuves sur les profanations de tombes, mais ce qu'ils ont découvert était bien pire qu'une simple collection de plaques volées. Ce n'était pas un simple voleur. Ils ont trouvé la collection de poupées dont je vous ai parlé, qui en réalité étaient des corps. Il y a une certaine ironie, non? Moskvin était justement l'une des personnes les plus connues de la région pour les cimetières. Donc au début, il a même dû être considéré là-bas plus comme une source d'information que comme un suspect. Ce n'est qu'après que l'affaire s'est resserrée qu'il a commencé à être impliqué, ce qui a abouti à cette visite chez lui. Mais jusque-là, pendant longtemps, le gars était peut-être plus consultant pour la police que suspect. Tu vois le truc? C'est pratiquement ce fameux dicton, non? Plus c'est évident, plus c'est caché. Eh bien, mais trouver les corps n'était que le début du travail, parce qu'ils avaient maintenant les 26 corps là, dans cet appartement, et le plus difficile serait de reconstituer ce qui était arrivé à chacun d'eux. D'où venait chaque corps? Combien de tombes au total il avait ouvertes? Et depuis combien de temps tout cela se passait sous le nez de tout le monde? Et c'est lors de cette reconstitution, disons, que l'ampleur de l'affaire a explosé. En fouillant l'appartement de Moskvin, la police n'a pas trouvé que les corps. Elle a trouvé des plaques métalliques arrachées de tombes, des instructions pour fabriquer des poupées et des cartes de cimetières locaux. Ils ont également trouvé des chaussures dont la semelle correspondait aux empreintes qu'ils avaient déjà relevées dans certains cimetières non profanés. Et ils ont aussi trouvé une collection de photos et de vidéos montrant des tombes ouvertes et des corps retirés de la terre. En rassemblant tous ces éléments, les enquêteurs ont estimé que Moskvin avait pu profaner environ 150 tombes. Les 26 corps retrouvés dans l'appartement et dans le garage étaient seulement ceux qu'il avait ramenés chez lui, c'est-à-dire transformés en poupées. Le reste du décompte n'a jamais été totalement finalisé, d'accord? Parce qu'une grande partie de ce matériel n'a pas pu être relié de façon concluante à un corps spécifique. L'enquête a identifié les cimetières dans sa ville et aussi dans la région. Elle a même mentionné un cimetière à Moscou et un autre dans la région de Moscou. Autrement dit, le gars agissait dans un rayon assez large. Et après cette découverte, on peut dire que Moskvin a collaboré avec les enquêteurs, il n'a rien nié, il n'a pas inventé d'alibi. Selon lui, cela se produisait déjà depuis des années.
Cela a duré depuis environ 10 ans selon certains récits. Le plus dur de l'enquête est ensuite arrivé, d'accord? Il a fallu identifier une à une qui étaient ces petites filles. L'une des victimes a été reconnue comme étant Olga Chardimova, une enfant de 10 ans. Le chef du comité d'enquête pour la région a qualifié l'affaire d'exceptionnelle, sans équivalent dans l'expertise moderne du pays. Et il y avait une raison supplémentaire à toute cette stupéfaction. L'homme ne vivait pas seul, ses parents partageaient l'appartement avec lui. Ils connaissaient les poupées, ils en avaient même une dans leur propre chambre. Mais selon l'enquête, ils n'ont jamais pensé, n'est-ce pas? Il ne leur est jamais venu à l'esprit que ces poupées étaient en réalité des enfants. Et il y a encore un autre détail concernant les parents, d'accord? Selon la presse, ils n'étaient pas toujours présents dans l'appartement. Cela a sans doute aidé Moss, comme Moskvin, à dissimuler cette collection sans éveiller de vrais soupçons durant si longtemps, d'accord? Certains témoignages affirment qu'il ne les emmenait pas toujours directement chez lui. Il avait quelques endroits près des cimetières où il stockait, il faisait une sorte de préparation là-bas, ce processus de séchage, tu vois, avec du sel, du bicarbonate, etc. Très probablement, n'est-ce pas? Je suppose que parfois il faisait ça et les emmenait là-bas, déjà, comme si c'était vraiment des poupées. Mec, c'est surréaliste, non? Qu'est-ce qu'il voulait? Dans cette enquête, nous venons de comprendre comment cette affaire s'est déroulée. Mais il reste une question. Pourquoi? Pourquoi un homme ferait-il cela? Et la réponse que Moskvin lui-même a donnée est, d'une manière effrayante même, cohérente avec tout ce qui a précédé, d'accord? Il a dit qu'il ressentait une immense pitié pour ses enfants morts et qu'il croyait vraiment qu'il pourrait les ramener à la vie, que ce soit par la science ou par la magie. Rappelons qu'il était spécialiste de la culture celtique. Autrement dit, il avait appris que les anciens druides dormaient sur des tombes pour communiquer avec les esprits des morts. Il a également étudié les peuples de Sibérie, en particulier les anciens Yakoutes, et a découvert qu'ils avaient des pratiques similaires. Alors il a élaboré sa propre méthode à partir de tout cela. Il cherchait des avis de décès d'enfants qui venaient de mourir, et lorsque l'avis de décès lui parlait, selon lui, il se rendait sur la tombe de cet enfant et dormait dessus, pour sentir si l'esprit voulait ou non revenir. Il affirmait qu'au début, il n'ouvrait jamais une tombe sans la permission de l'enfant qui s'y trouvait. Avec le temps, dormir sur le sol froid du cimetière est devenu physiquement difficile pour lui. C'est alors qu'il a commencé à emmener les corps chez lui. Selon sa logique, il serait un plus à l'aise, plus au chaud. Et les esprits seraient plus disposés à parler dans un foyer accueillant que sous terre. Les poupées donc dans sa tête étaient évidemment des corps fonctionnels en attente du jour où il découvrirait enfin comment leur redonner vie. Et il y a une couche supplémentaire ici, d'accord? Moskvin voulait être père. Il voulait particulièrement une fille. Il a tenté d'adopter une petite fille, mais les autorités ont refusé sa demande pour manque de revenus. Et ici, cela semble même être une contradiction, n'est-ce pas? Parce que, malgré tout le prestige académique de Moskvin, il gagnait peu. Journaliste indépendant, il effectuait des travaux sur commande et donnait des cours à l'université, mais tout cela était mal payé dans la Russie de l'époque. Il vivait avec ses parents âgés parce qu'il dépendait d'eux financièrement. Pour l'agence d'adoption, donc, le prestige académique ne suffisait pas. Et il y avait encore une autre complication. Ses propres parents étaient contre cette adoption. Pourquoi? C'est une question qui m'étonne de rester en tête. Eh bien, et ici, il faut aussi faire attention parce que, comme on peut l'imaginer, la presse a qualifié l'affaire de beaucoup de choses. Un psychiatre externe, c'est ce qu'on a entendu à l'époque, a spéculé que son cas pouvait impliquer de la nécrophilie, mais Moskvin lui-même a nié cela. Le diagnostic officiel reconnu par la justice était différent, d'accord? Schizophrénie paranoïde. Toujours à ce sujet, lorsque les enquêteurs lui ont demandé directement s'il y avait un quelconque composant sexuel dans tout cela, il a nié, d'accord? Il insistait sur le fait qu'il les voyait comme ses filles. Mais ce qui a le plus révolté les familles, c'était son indifférence apparente. Il n'y a pas eu de demande de pardon, ni de signe de honte, rien de ce genre. Dans la tête de Moskvin, apparemment, il pensait avoir raison dans ce qu'il faisait. Il avait une raison. Cela devient évident lorsque les parents des filles ont confronté Moskvin. Et il n'a pas reculé. En plus de ne pas reculer, il a renversé la situation contre les parents des filles. Il a essentiellement dit qu'ils avaient laissé leurs filles dans le froid et que lui les avait ramenées et réchauffées. Dans sa tête, il n'avait commis aucun crime. Il avait fait un sauvetage. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a averti les autorités de ne pas enterrer les filles à nouveau, menaçant que le jour où ils seraient libérés, il les déterrerait encore une fois.
Eh oui les gars, c'est vraiment lourd, n'est-ce pas? Mais alors, face à toute cette découverte morbide, insolite, macabre, qu'est-il arrivé à ce type? C'est que l'affaire cesse d'être seulement une histoire d'horreur du passé et devient une question qui reste encore ouverte aujourd'hui, tu vois? Moskvin a été inculpé en vertu de l'article 244 du Code pénal russe qui concerne la profanation de tombes et de corps. Même dans ses formes les plus graves, c'était un crime dont la peine maximale restait bien en dessous de l'horreur que les familles ressentaient face à tout cela. Il y a également eu une accusation initiale liée à la profanation de tombes musulmanes, considérée comme un crime de haine ou d'extrémisme. Mais à mesure que l'enquête avançait, cette hypothèse n'expliquait plus le cœur de l'affaire. Les policiers n'ont pas trouvé de cellules organisées ni de motivation politique claire, mais plutôt l'obsession individuelle de Moskvin, comme vu précédemment. Mais le procès ordinaire n'a jamais eu lieu. Après son évaluation psychiatrique, qui a révélé une schizophrénie paranoïde, le 25 mai 2012, le tribunal a déclaré Moskvin inapte à être jugé. Au lieu de la prison, il a été condamné à des mesures médicales obligatoires et interné dans une clinique psychiatrique. L'accusation était satisfaite de la décision et n'a même pas fait appel. Et depuis, c'est une histoire qui se répète, d'accord ? Parce que son internement doit être réévalué de temps en temps et à chaque révision, le traitement est prolongé. En 2013, 2014, 2015, le porte-parole a résumé la position de l'époque en disant qu'après des années à surveiller Moskvin, il était clair qu'il n'était pas en état d'être jugé et qu'il resterait interné. En septembre 2018, les médecins de l'hôpital ont déclaré qu'il n'était plus dangereux et ont demandé à la justice de le libérer pour un traitement à domicile en ambulatoire. La réaction a été empreinte d'horreur, surtout parmi les proches des victimes. Et en février 2019, une nouvelle évaluation a conclu qu'il était trop tôt pour libérer Moskvin. L'hôpital lui-même a fini par retirer la demande. En 2025 déjà, des informations ont recommencé à circuler sur un possible changement dans son régime de traitement. On a même envisagé qu'il quitte l'hôpital psychiatrique pour être confié à sa famille. Mais la justice a indiqué qu'elle n'avait pas reçu de documents médicaux autorisant cette libération. Après cela, en décembre 2025, le tribunal de sa ville, Nijni Novgorod, a prolongé son traitement obligatoire de 6 mois supplémentaires. Autrement dit, selon les informations les plus récentes, Moskvin reste hospitalisé avec une nouvelle révision de sa situation prévue pour la mi-juin 2026. Pour les familles, cette possibilité de libération reste terrifiante. Il rappelle qu'il n'a jamais montré de véritable remords et qu'il a même déclaré que s'il était libéré, il déterrerait à nouveau les jeunes filles. Et ici, en revenant un peu en arrière, en 2016, regardez à quel point il y a de l'insolite dans le contexte de cet homme. Comme je l'ai dit, en 2016, il a été rapporté que Moskvin prévoyait d'épouser une femme de 25 ans qui avait assisté à ses audiences. Mais je dois dire que c'est l'une de ces informations secondaires, disons, du dossier. D'accord ? Donc il faut la considérer comme un récit de la presse, pas comme un fait central avéré. Mais bon, je ne sais pas, non ? Ce que l'on sait vraiment, c'est qu'Anatoly Moskvin, à l'heure où je boucle cet épisode, est toujours interné dans l'hôpital psychiatrique russe. Au fil des années, certaines évaluations et discussions médicales ont même indiqué une stabilité dans son état et la possibilité d'un traitement moins restrictif. Selon la logique clinique, l'internement forcé ne devrait pas être perpétuel et il a un diagnostic de maladie mentale, pas une peine de prison. Mais s'il peut être libéré, il pourrait être jugé maintenant, non ? Je ne sais pas. La loi russe, comme dans la plupart des pays, prévoit la réinsertion quand le patient est jugé stable, d'accord ? De l'autre côté, il y a les familles, les mères qui ont vu leur fille arrachée à leur propre tombe, qui se souviennent de sa phrase accusant la famille d'avoir abandonné les filles dans le froid. Réfléchissez, les gars, à la dimension de tout ça. Ces familles ont perdu leurs filles, toutes jeunes, pratiquement des enfants. Et puis le gars va là-bas et profane les tombes. C'est le genre de choses qui touche à cette eau sale de fosse tout au fond de l'âme, non ? Pour cette raison, pour les proches et toute personne censée, intégrer cet homme représente un risque, n'est-ce pas ? Et voici la question à laquelle la justice russe doit répondre à chaque période, et que je voudrais d'ailleurs te poser, à toi qui me regarde. Est-ce que cela a du sens qu'un homme avec un tel passé retourne vivre en société, même sous suivi médical, supervision familiale et toutes les exigences que l'État peut imposer ? Ou bien, pour lui, la porte devrait-elle rester fermée ? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Profitant pour aimer la vidéo si tu as apprécié. Abonne-toi à la chaîne pour plus de cas réels comme celui-ci. Chaque semaine, il y a des épisodes ici, lundi, mercredi et vendredi. Et si possible, deviens membre pour soutenir ces créations. D'accord ? Je te remercie énormément pour ta compagnie. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.